Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Parlez-vous cinéma. On va recevoir juste après le générique un compositeur, Pascal Le Pennec. A tout de suite. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission en direct de Parlez-vous cinéma. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi un compositeur de film, Pascal Le Pennec. Bonjour Pascal. Bonjour. Alors, vous venez ici dans le cadre d'une masterclass. Il y a le tableau qui est en train d'être diffusé aux spectateurs. Vous allez intervenir après. Est-ce qu'on peut déjà revenir sur votre travail et comment êtes-vous arrivé au final à faire de la composition pour le cinéma ? Déjà le goût, un goût prononcé pour la composition. Bien sûr. Ouais. Comme disait Georges Delerue, fameux compositeur de cinéma, il n'y a pas de compositeur de musique de film, il y a des compositeurs. Je crois qu'il avait raison. Donc c'est venu d'un goût et même davantage, sans doute une espèce de nécessité à écrire de la musique et le cinéma étant un des champs d'application. Voilà, et ça c'est venu beaucoup plus tardivement. Et du coup, votre rapport à la composition de films, par exemple, l'année dernière, on a reçu Rob, compositeur de films français également, qui disait que lui, en fin de compte, il aimait bien aussi préparer la musique avant d'avoir les images et après de la retravailler derrière. Vous travaillez comment par rapport à ça ? Est-ce que c'est en amont, en post-production, pendant le tournage peut-être aussi des fois ? Il y a plusieurs cas de figure en fait. D'accord. Et ici, je suis venu parler plus particulièrement de ma collaboration avec Jean-François Laguioni. Donc on va parler de ces films-là. Rien que dans le cadre de cette collaboration, les trois films sur lesquels, enfin les deux films sur lesquels nous avons travaillé, et là nous entamons une collaboration sur un troisième film, eh bien c'est, on est là déjà dans trois cas de figure différents. Pour le tableau, j'ai été appelé à la fin de la fabrication du film. C'est d'ailleurs le cas général. Ce dont se plaignent beaucoup de compositeurs de musique de film, c'est d'être appelé tout à la fin de la fabrication du film, en post-production. On est souvent tenu à des délais qui sont difficiles à honorer. Par exemple, pour le tableau, il s'agissait de composer 1 heure de musique en majorité symphonique sur une période de 3 mois. Et durant ces 3 mois, je devais de surcroît réaliser des maquettes, c'est-à-dire une espèce de préfiguration d'orchestre, si vous voulez, pour présenter mes idées au réalisateur. Sachant que les maquettes me prennent davantage de temps. Réaliser des maquettes, ça me prend davantage de temps que de composer et d'orchestrer. D'accord. Donc, ceci pour vous dire que 3 mois pour l'ensemble de ces tâches sur le tableau, c'était vraiment très très court. Pour Louise en hiver, c'était beaucoup plus confortable puisque j'ai disposé de 9 mois et le volume de musique était moins important à écrire que dans le tableau puisque moi, je m'occupais d'une partie de la musique. Il y a 2 compositeurs sur Louise en hiver. Pierre Kellner, qui est un pianiste de jazz, a écrit des pièces pour piano solo de jazz dans Louise en hiver. Et la partie qui me revenait était l'écriture de pièces d'orchestre et également pour chœur d'enfant. D'accord. Eh bien, j'ai disposé de 9 mois pour écrire cette partie-là de la bande originale, ce qui était vraiment franchement beaucoup plus confortable. Et là, on expérimente Jean-François Laguioni, Annick Leray, la scénariste du tableau, et moi-même. On expérimente un autre cas de figure beaucoup plus rare, mais absolument passionnant. Le principe étant de composer de la musique avant même que le film existe. Donc là, je suis appelé très très en amont, et Jean-François Laguioni, pour tordre le cou aux fameuses musiques provisoires, parce qu'il y a beaucoup de musiques provisoires en cinéma, ce que le public ignore souvent. Jean-François Laguioni
souhaite que dans ce prochain film, enfin, en tout cas pour la fabrication la conception de ce prochain film, disposer de la musique très très tôt, très en amont, et en l'occurrence, la musique est un préalable au film au même titre que le scénario. C'est-à-dire qu'en ce moment, Annick Leray et moi-même écrivons conjointement, elle le scénario et moi la musique. J'ai déjà livré 40-45 minutes de musique d'un film qui n'existe pas encore. Et du coup, tout le travail du scénario va être de se baser sur la musique, de trouver une sorte d'inspiration là-dedans. Alors, ce qui est passionnant dans ce cas-là, c'est que déjà, effectivement, il y a un jeu d'inspiration triangulaire. Réalisateur, scénariste, compositeur, ils s'inspirent mutuellement. Bien sûr, il y a une sorte de travail de groupe, quoi, au final. Voilà. Et Jean-François Laguilloni a commencé déjà à bâtir le film, notamment sur la musique, autant que sur le scénario. Ouais. C'est ultra intéressant, ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va montrer aux téléspectateurs un extrait du tableau, comme ça, musical en plus. On pourra avoir un aperçu de travail. Et on se retrouve juste après pour continuer de discuter. On vous montre l'extrait, à tout de suite. Bonjour. Bonjour, madame. Madame. Appelle-moi Garance. Et vous? Qui êtes-vous? À toi, Lola. Eh bien, voilà. Vous, je suis sûre que vous allez nous croire. Nous sommes tombés de notre tableau et nous cherchons le peintre. C'est étrange qu'il vous ait laissé comme ça. Je croyais qu'il finissait toujours son travail jusqu'au plus petit détail. Ma robe, par exemple. Mais vous êtes toutes nues? Ah oui, c'est vrai. Où avais-je la tête? Qui est là? Je crois que nous avons réveillé Orange de Mars. Tiens, salut, vous êtes venu jouer avec moi? Nous sommes à la recherche du peintre. Et vous ne savez pas où il est, quelle tête il a, s'il est grand ou petit, s'il a un gros nez. Si vous le rencontrez, vous n'en saurez pas plus. Est-ce lui ou un autre qui passait par-ci, qui passait par-là? Si vous ne le connaissez pas? Et vous, jeune homme, le connaissez-vous? Je ne suis pas un jeune homme, je suis un arlequin, quinquin. Et le peintre, je le connais bien, il n'est pas loin. Si, derrière vous, sur le chevalet. C'est lui? C'est le peintre. Oh non, malheureusement, ce n'est qu'un autoportrait. Voilà donc un extrait du tableau que certains chanceux sont en train de découvrir, et que vous irez rejoindre juste après. Et Louise a été projetée ce matin. Exactement. Du coup, est-ce que, en tant de compositeur de film, il y a des influences, des gens qui vous inspirent? On pense aux grands, John Williams, des gens comme Zimmer, comme même en France. Est-ce qu'il y a ou même des compositeurs hors de films? C'est souvent le cas. C'est plutôt ça que j'allais aborder. Et je vous écoute alors. C'est-à-dire que votre question est excellente parce que je dirais que la tendance que je déplore un peu, moi et quelques-uns, c'est que justement les compositeurs de musique de film copient les compositeurs de musique de film. Et le modèle étant américain. Moi, je m'inscris plus je crois, dans une autre tradition, peut-être plus française. Mes influences, elles viennent du répertoire. Je reviens en cela à ce que je disais tout à l'heure à propos du fait d'essayer d'être un musicien avant d'être un musicien pour le cinéma. Et mes influences, elles sont aussi suggérées par le réalisateur. Par exemple, sur le tableau, on parlait des musiques provisoires. Eh bien, Jean-François Laguilloni avait posé sur son film des musiques provisoires du répertoire, donc les musiciens français, Ravel, Poulenc,
Fauré, et également beaucoup de musiciens russes, Prokofiev notamment. Eh bien, je préfère essayer de comprendre ce qui intéresse là-dedans, dans ces musiques provisoires, le réalisateur, plutôt que d'aller singer moi-même des compositeurs de musique de film pour être à la mode. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr, et du coup d'aller vers une sorte de première intention du réalisateur avec ces musiques, comme vous dites, oui, provisoires. moi je tiens grand compte de ce que déjà des indications des réalisateurs, je les interroge beaucoup, et lorsqu'ils posent des musiques provisoires, évidemment le risque c'est de copier les musiques provisoires, mais donc sans aller jusque-là, en tout cas d'essayer de comprendre ce qui les intéresse là-dedans. Une sorte de repère pour vous et votre travail. Voilà, d'intention. Parfait. Et du coup, vous parliez des compositeurs de musique américains, une sorte de singerie. Il y a, ces derniers temps, je trouve, une volonté de revenir. La bande originale de film, je trouve qu'en ce moment, elle est sublimée. On les édite en vinyle. Il y a vraiment, les gens, j'ai l'impression du moins, connaissent de plus en plus les compositeurs des films. On écoute les albums comme on écouterait de la chanson populaire. Il y a des gens dans leur iPod, ils ont des chansons de films, ils ont tout l'album, toute la BO. On dit voilà, j'ai écouté tel BO. Et c'est important, j'imagine, pour vous, cette reconnaissance qui j'ai l'impression, arrive depuis 5-10 ans sur le tard. Et là, même dans des coffrets DVD, Blu-ray, souvent dans des belles éditions collector, il y a le vinyle de la bande originale, ou il y a la bande originale en CD dans l'édition. Il y a cette valorisation, je trouve, du produit ces derniers temps. Oui, effectivement, la musique de film jouit d'une image plus favorable qu'autrefois. C'est encourageant, mais ce qui est paradoxal, c'est que, vous voyez, on parlait tout à l'heure de l'influence américaine. Alors vous allez penser que j'ai une dent particulière. Pas du tout. Je trouve que cette façon-là de travailler est extrêmement professionnelle. Mais ce que je déplore, c'est le fait, en tout cas dans le domaine de l'animation par exemple, qui est plutôt mon domaine d'intervention, c'est le côté omniprésent de la musique. On a de la musique de bout en bout, de moins en moins de thèmes. Moi, je suis très attaché aux thèmes. Je suis très attaché au fait qu'en sortant, le public puisse associer un ou deux thèmes ou trois à un film. Et vous voyez, ce qui est paradoxal, donc, c'est que on travaille moins en ce moment de manière thématique, je trouve. Et pour autant, le statut de la musique de film, enfin l'image de la musique de film s'améliore. C'est curieux, parce que on est un peu moins, me semble-t-il, dans cette période qui a duré pas mal de temps, durant laquelle la musique de film, c'était déjà avant tout des thèmes qu'on retenait, alors qu'aujourd'hui, il y a parfois une espèce de soupe musicale très bien faite, d'accord ? Les orchestrateurs sont de super niveau, il n'y a pas de problème. Mais la musique, du fait même de son omniprésence, de mon point de vue, perd un peu de sa fonction. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un reproche, je trouve, qu'on fait de ces derniers temps en grosse production. Même des gens comme Hans Zimmer, on commence à lui reprocher le fait de refaire la même chose et que les thèmes, au final, de film en film, se ressemblent et qu'il y a vraiment que son nom d'associer. Enfin là, je parle de Zimmer. Et encore quand il y a des thèmes. C'est-à-dire que je me suis même laissé dire que certains réalisateurs ou maisons de production demandent aux compositeurs de lever le pied sur l'accélérateur pour ce qui est de la création de thèmes, pour ne pas que la musique l'emporte sur l'image. Et j'imagine que pour vous... Et donc dans ce cas-là, la musique n'est qu'une espèce de toile de fond, musique d'ameublement, comme disait Eric Satie, alors qu'il ne parlait pas du cinéma. Voilà, moi je suis très très attaché à ce qu'on puisse associer un thème à des thèmes forts à des films.
quand des gens comme Edgar Wright là, sortent des films comme Baby Driver cet été, où il a carrément pensé le scénario par rapport... Alors c'est pas une bande originale, c'est une soundtrack, c'est pas forcément le même travail, mais le fait d'avoir pensé son film par rapport à sa soundtrack, j'imagine que vous, c'est ces choses-là que vous voulez, que l'image et le son, parce que le cinéma on le rappelle, hein, c'est de l'image et du son, cohabitent ensemble et que ce soit pas l'un d'un côté et la l'autre musique, de l'autre. Oui, la musique, c'est bien ce que dit Laguioni d'ailleurs. La musique donne ou renforce le sens de l'image. C'est phénoménal, le pouvoir, et c'est subliminal, souvent le public ne s'en rend pas compte. Le pouvoir de la musique et l'impact de la musique dans la compréhension même de ce qui se passe à l'écran. Voilà. Et c'est ça qui m'intéresse, moi, en musique de film. Et effectivement, évidemment pas que ce soit comme, par exemple, dans les documentaires, vous savez, les 52 minutes qui passent sur les chaînes de télévision documentaires, par exemple, il y a de la musique de bout en bout, ça n'a aucun sens. Aucun sens. Vous pourriez ça serait plus reposant d'ailleurs de la supprimer à bien de moments. Elle n'a pas de fonction, quoi. Merci Pascal Le Pennec. On vous retrouve tout de suite pour la masterclass après le tableau. On vous quitte avec les images du récap de la journée d'hier de nos équipes volantes, avec notamment l'avant-première de La Villa. On avait l'équipe juste ici hier en direct. Bonne journée sur le festival. À bientôt. Demain ici 13h en direct. Bonne journée. Et à la fin du film, il y a un médecin qui arrive, le personnage du film, qui me dit « Diego, moi je travaille aussi avec un objet qui me sert d'excuse pour connaître ce pays. » Et ainsi, ah oui, lequel? Il m'a dit les cœurs. Il m'a dit écoute, mais avec les cœurs, déjà on rentre dans une autre dimension. Mais tout de suite, je dis tout le monde a un cœur. Ça, c'est vraiment les symboles, n'importe où. S'il y a quelqu'un dans le monde qui n'a pas de cœur, peut-être qu'il ne pourra pas, on n'aura rien à voir avec la film que peut-être un jour je ferai. Interview David Constantin, prise 1. Bonjour David Constantin. Bonjour. Donc vous venez ici cette semaine au 37e Festival international du film d'Amiens nous présenter L'Ombrazgan. Ce film, il a une histoire particulière qui est ma relation avec Amiens, puisque ce projet de film, il a débuté un peu ici, il y a une dizaine d'années, à ce qui s'appelait avant le Fonds d'aide au développement du scénario. Si vous aimez le cirque, si vous aimez les chevaux, si vous aimez Bartabas, et Dieu sait si souvent il est venu à Amiens, il y a un film d'Alain Cavalier qui est projeté, c'est la première fois qu'il est projeté dans la grande région ici, qui s'appelle Le Caravage, qui est le nom du cheval de Bartabas. Comment ils répètent ensemble, c'est Alain Cavalier qui a filmé ça, ça fait partie de l'hommage à Alain Cavalier. Et donc... Jean-Pierre Bergeon, on vous retrouve demain, même heure sur France Bleu Picardie. Évidemment, ça s'inscrit très bien dans le tissage des mondes de se trouver ici à Amiens, parce que c'est un film qui se passe très loin, dans le sud.